Merci à tous d'être avec nous présents. Je vais aussi remercier Axtome qui organise cette conférence. Donc Axtome, acteur majeur de l'immobilier aujourd'hui en France, représenté par ces 3 métiers sur ce salon au niveau 2. Si ça vous intéresse de passer voir notre stand avec AxDev, qui est un promoteur développeur d'opérations, Access Contractant Général, et Encoris, la filiale que je représente, qui est opérateur privé de développement territorial, donc qui travaille aux côtés des collectivités et des entreprises sur tous les sujets d'implantation. Moi-même, je suis Guillaume Gady, donc le dirigeant fondateur de cette société. Aujourd'hui, je suis accompagné de 3 personnes que je vais vous présenter dans un instant. On va parler des crises. Alors, le sujet de la conférence, si je l'ai bien retenu, c'est crise économique et foncière. Quel avenir pour les territoires? Donc aujourd'hui, je suis accompagné de 3 élus représentants des territoires. Je vais commencer par Nicolas Évrard, maire de Servoz. Michel Leprêtre, donc vous êtes vice-président à Métropole du Grand Paris et président de l'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre. Et Benoît Apparu, maire de Châlons-en-Champagne et président d'Emerige, que vous nous présenterez aussi dans le cadre de cette conférence. Chaque année, en Coris, nous accompagnons entre 8 et 10 000 projets d'implantation que nous détectons, qui se traduisent en 1500 à 2000 implantations dans les territoires, partout en France. On travaille avec 150 collectivités à peu près. Et ce qu'on constate cette année, et c'est là-dessus que je vais vous lancer, après je vous ferai présenter vous-même et vos territoires, messieurs, c'est que le marché 2024 est un peu particulier, rempli d'incertitudes. J'évoquais les différentes crises. On est aussi traversé en ce moment, notre pays, mais aussi à l'échelle mondiale, par une crise politique, voire géopolitique. Et ce qu'on va essayer de travailler cet après-midi ensemble pendant 1 heure, c'est de voir à l'échelle de vos différents territoires, de vos différentes communes, comment on réagit à ces crises, comment on s'adapte à tous ces enjeux. Et ce que je vous propose, pour ne pas monopoliser la parole au départ, c'est que Nicolas, vous vous présentiez en premier, votre territoire, puis on passera à vous, monsieur le prêtre, et puis vous, monsieur Apparu, si ça vous va. Merci Guillaume, merci à Axtome pour l'invitation, pour être avec vous cet après-midi. Mon territoire, c'est d'abord une petite commune, 1200 habitants, un micro-bassin de vie de 2000, mais dans un territoire très touristique, la vallée de Chamonix, 15 000 habitants permanents à peu près, mais en réalité, avec tous les Genevois qui viennent ou tous les Londoniens qui passent beaucoup de temps, on est 35 000. Dans un territoire un peu plus vaste qui est celui du Scott, 120 000 habitants permanents, mais près de 500 000 en pleine période touristique. On a effectivement des variations absolument incroyables de population, un secteur très industriel au fond de la vallée et un secteur très très résidentiel d'une immense attractivité sur la partie haute. Donc un contraste intéressant entre ruralité, montagne, nature, espace naturel, et puis une partie très urbaine, très industrielle. Tout ça à quelques dizaines de kilomètres du Grand Genève, qui impose finalement son rythme économique et son développement. Donc un territoire complexe pour ça, fait de fragilité, protégé par la loi montagne depuis 1985, mais aussi avec une attractivité incroyable qui fait que dans certains secteurs, Chamonix, on est à 15 à 20 000 euros du mètre carré construit, et même dans ma petite commune de Servoz, on est à 7 000, 8 000 euros du mètre carré, donc des choses assez comparables au cœur des grandes métropoles et sans doute un des coins les plus chers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ok, merci pour l'introduction, Nicolas. Monsieur le prêtre, je vous laisse présenter votre territoire aussi, si vous voulez bien. Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci aussi de m'avoir convié à ce... Alors, on est complètement différents, mais on a aussi des enjeux considérables. J'ai l'honneur de présider le territoire le plus grand de la métropole du Grand Paris, à part bien sûr la ville de Paris. 720 000 habitants, 24 communes, à cheval sur 2 départements, le Val-de-Marne et l'Essonne. Et si je suis engagé dans ce débat et dans divers échanges qui ressemblent un peu à celui-là, c'est que je suis porteur d'une politique de reconquête et de reconstruction industrielle. Nous sommes un territoire de la région parisienne qui a profondément souffert de la désindustrialisation. Et si je veux prendre un chiffre banal pour donner une petite idée, j'ai 3 millions de mètres carrés disponibles, dont 1 million de mètres carrés possibles pour réimplanter de l'industrie. Donc on est dans cette situation-là et on essaye de porter une politique, nous essayons et nous avançons, de porter une politique où déjà il faut aligner les prises de position des maires
et en même temps créer les conditions de travailler dépollution, travailler projet de réindustrialisation. Voilà, on a été retenu pour la deuxième opération de territoire d'industrie, et c'est notre cheval de bataille au quotidien maintenant. Alors on va revenir sur ce sujet-là, notamment l'industrie, un peu plus tard, mais il y avait aussi dans ce que vous disiez l'enjeu de pédagogie, en tout cas d'alignement entre les élus, qui parfois sur certains territoires peut être un challenge assez difficile à relever. Donc j'aimerais bien qu'on y revienne un peu plus tard. Monsieur Apparu, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci également pour l'invitation à cette conférence. Moi, j'ai deux casquettes. Une première casquette qui me vaut cette invitation, c'est d'être maire de Châlons-en-Champagne, une commune de la Marne, donc dans le Grand Est français. Je précise dans le Grand Est français parce que ce territoire sera assez divergent des deux autres. On a des territoires à poussée démographique, les deux vôtres, et puis moi je suis dans un territoire à régression démographique. Pour vous donner une échelle, la ville de Châlons, c'était 55 000 habitants en 1975, c'est 44 aujourd'hui. En 1990, c'était 5 000 gamins dans nos écoles, aujourd'hui c'est 3 000. Et le prix au mètre carré est 10 fois moins élevé que le vôtre, puisque je dois être à 1 300, 1 400 euros du prix du mètre carré. Donc un territoire qui n'a strictement rien à voir. Évidemment, nos trois territoires n'ont rien à voir, mais il y a des territoires à poussée démographique et donc à perspective, et des territoires à régression démographique qui sont exactement l'inverse. Et puis, en parallèle de ça, je suis promoteur immobilier. Je dirige une société qui s'appelle Emerige et qui n'intervient que sur les territoires les plus tendus. L'Île-de-France et la Côte d'Azur, pas encore chez vous, mais ça pourrait au regard des tensions de votre territoire. Et donc j'ai la chance de pouvoir voir les deux faces, quelque part, de cette France, entre d'un côté les territoires qui poussent et de l'autre côté les territoires qui sont plus en régression. Merci à tous les trois pour l'introduction. Maintenant qu'on s'est chauffé, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai envie de commencer et de réagir à vos propos d'abord. Nous, ce qu'on voit en ce moment, c'est que sur le premier semestre 2024, donc chaque année on publie un baromètre de l'investissement et de l'attractivité des territoires. Premier semestre 2024, 10% de projets industriels en moins par rapport au premier semestre 2023, sachant que le premier semestre 2023 marquait lui aussi un ralentissement par rapport aux années précédentes. Vous parlez de territoires en déprise. Vous parlez de mutation industrielle. Nicolas, vous parliez aussi d'activités plus rurales, mais dans des conurbations qui font aussi qu'on a besoin d'activités. On voit aussi en parallèle qu'en ce moment, je ne vais pas vous refaire tous les grands noms, mais on a des fermetures emblématiques de grands sites industriels, notamment Michelin, Legrand, pour ne citer que, dans la grande distribution aussi. Toutes ces mauvaises nouvelles, quelque part, ont un impact. Et on voit aussi qu'il y a eu des grands plans de relance, France 2030 derrière, qu'il y a eu des décisions qui ont été prises pour déterritorialiser l'action de France 2030, notamment avec l'arrêt d'un programme comme Rebond industriel. Comment, j'ai envie de dire, vous, en tant qu'élu de territoire, vous arrivez à lutter contre ces dynamiques et ces vents contraires pour réimplanter ou garder de l'activité industrielle, mais pas que dans vos territoires, et faire en sorte que ça permette aussi d'attirer des populations, parce que l'attractivité est liée, on parle souvent d'attractivité économique, mais l'attractivité résidentielle engendre l'attractivité des talents. Et puis, Nicolas, vous brossiez le sujet sur l'attractivité touristique qui peut générer d'autres impacts. Comment, en tant qu'élu, on arrive à mettre en pratique des plans d'action qui permettent de lutter contre ces vents contraires ? D'abord, signifier la contradiction objective. C'est que quand on a souffert, comme le territoire a souffert de la désindustrialisation, on a un territoire en grande pauvreté avec des quartiers. Moi, j'ai 31 quartiers en politique de la ville. Il y a 6 mois, et maintenant, comme la politique de la ville vient d'être revisitée, j'ai 37 quartiers en politique de la ville et j'ai 11 quartiers en renouvellement urbain. Ça donne une idée de la situation sociale, économique en même temps.
Alors, moi, j'ai une expérience d'élu depuis un certain temps. J'étais adjoint dans une grande ville, la ville de Vitry-sur-Seine, qui est la ville la plus grande du territoire, qui fait 98 000 habitants. La question que je porte et que nous portons collectivement, c'est quelle est la réponse à la pauvreté, quelle est la réponse à la souffrance. C'est le boulot, c'est de regagner sur le chômage. Donc on travaille beaucoup cette question d'utilisation des terrains, d'utilisation des fonciers. Certes, pour refaire du logement, du logement après, par exemple, une opération de renouvellement urbain, on fait. Mais préserver, sanctuariser, j'emploie le mot volontairement, des mètres carrés pour que demain, on retrouve de l'activité. Surtout, ce n'est pas de l'activité en soi, c'est retrouver de l'emploi, retrouver la possibilité de qualifier. Moi, j'ai des taux de chômage très élevés, notamment chez les jeunes, dans les grands quartiers populaires. Donc, il y a cette situation. Moi, je m'excuse, mais c'est mon idéal de ce point de vue, c'est mon objectif. Alors, quand je dis mon, bien évidemment, c'est avec toute l'équipe, avec les 24 maires. C'est créer les conditions pour une solution où on trouve des réponses et qu'on permette de trouver des réponses pour nos populations et nos jeunes. Et c'est facile d'aligner 24 maires d'une même intercommunalité ? Ça n'a pas été simple au départ. D'abord, en 2 mots, pour expliquer une situation, c'est que la région parisienne n'avait pas d'intercommunalité. Il y en a une qui a été créée un peu au forcing. D'abord, nous ne sommes pas une agglomération, nous sommes un territoire d'industrie. C'est un peu compliqué et on n'était prévu que pour 3 ans. Ça fait 8 qu'on est là et heureusement qu'on est là. Je ne le dis pas par flagornerie, je le dis par rapport à la situation et aux réponses sociales qu'on essaye de construire. Mais au départ, c'est vrai, la résistance, elle était contre cette idée de se mettre en commun, qui n'était pas actée de principe. Donc il a fallu qu'on gagne là-dessus. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que la partie est gagnée, mais aujourd'hui, il y a une avancée dans le fait que tout le monde se rend compte qu'il faut, par exemple, reconstruire de l'activité économique. Et pas seulement du commerce pour être dans l'excès. Il y a besoin de retrouver. Et donc on a travaillé à définir, mais j'y reviendrai peut-être plus tard, travailler à définir l'endroit où on fait en priorité, où on essaye de faire en priorité. Juste une toute petite précision au passage, c'est pas un hasard si on ne s'appelle pas territoire du Grand Paris, comme les autres, ou comme la moitié, les 3/4 des autres. On s'est appelé volontairement territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, parce que pour nous, notre territoire, il se situe, l'aéroport est tout autour de l'aéroport. Il y a un enjeu extrêmement lourd. Il y a la Seine, qui est aussi un enjeu extrêmement lourd. Et il y a le fait qu'on ait aujourd'hui un territoire qui souffre aussi, par exemple, des inondations. Okay. Et vous, monsieur Apparu, sur votre territoire, vous nous expliquez si c'était en déprise. Est-ce que, comme le disait monsieur le prêtre, c'est l'activité économique, ou en tout cas le fait de tenter de redynamiser économiquement un territoire, ça pourrait être un des axes sur lesquels vous travaillez pour justement regagner en population, par exemple ? Alors, peut-être une remarque peut-être plus générale et plus nationale, si vous le voulez bien. Je vous en prie. Quand j'écoute la radio le matin, quand je nous écoute, quand j'écoute le 20h le soir, j'ai le sentiment que notre pays est un enfer. Je n'ai pas dit ça, mais... Je sais bien, mais d'une façon générale, et on a toujours cet élément de crise, de difficulté. Je voudrais juste rappeler qu'il y a 4-5 pays au monde qui ont une industrie automobile, une industrie civile et militaire nucléaire, qui savent fabriquer des bateaux, qui savent fabriquer des avions, qui envoient des fusées dans l'espace, et qui ont une culture, une santé, un système éducatif gratuit. Bon, donc on est quand même le 7e pays le plus riche sur la planète sur 200, donc on est dans les 3% meilleurs sur la planète en général. Mes souvenirs de l'école, c'est quand on est dans les 3% meilleurs, c'est qu'on ne se porte pas si mal que ça. Et donc tout ça pour relativiser quand même tous les débats que nous avons autour de ça, où à chaque fois j'ai le sentiment que nous sommes dans une catastrophe et que nous vivons dans un enfer. C'est probable, effectivement, que nous vivions dans un enfer, mais qui est quand même un enfer beaucoup plus abordable, beaucoup plus rose et beaucoup plus agréable que 97 des autres pays de la planète. Premier élément. Deuxième élément, effectivement, dans ce cadre-là, quand on regarde l'évolution territoriale française, nous avions des territoires riches, qui étaient grosso modo les territoires historiquement industriels, c'est-à-dire le grand quart nord-est de la France, de Lille au nord de Dijon, grosso modo.
Et ces territoires, depuis 1975, sont en déprise industrielle, donc en déprise démographique, donc en déprise économique. Pour rebondir sur ce que venait d'évoquer le président, moi je rêverais d'avoir un taux de chômage à 12%. Et j'ai un taux de chômage à 7%. Pourquoi j'en rêverais? Tout simplement parce que mon taux de chômage à 7 s'explique d'abord et avant tout par une baisse de la population active. Donc j'ai effectivement un taux de chômage qui fait rêver beaucoup de collectivités locales, mais qui est juste la démonstration d'une déprise démographique, donc économique. Les enjeux pour nous, c'est donc les mêmes que ceux que vous avez évoqués, à savoir la réindustrialisation et la reconquête économique. Et là où nous avons une difficulté, elle est liée aux enjeux démographiques que j'ai évoqués à l'instant. C'est que lorsqu'on rencontre des industriels, ils veulent, et c'est normal, comme territoire d'implantation, des territoires à bassin de vie, à bassin démographique positif, pour pouvoir recruter des collaborateurs, pour avoir des gens, des jeunes notamment, qui sont formés. Or, nous avons, nous, une souffrance de ce point de vue-là, la démographique, je l'ai évoqué, mais on en a une seconde qui est finalement assez peu analysée dans nos discours nationaux des uns et des autres. J'ai passé le bac en 1987. J'étais pas né. Pardon, ça c'est vraiment désagréable. J'ai passé le bac en 1987. Quand j'ai passé le bac, nous étions 33% d'une classe d'âge à avoir le bac. C'est peu. Pourquoi? Parce que le bac professionnel n'existait pas, il avait été créé en 1986. À cette époque-là, j'avais donc 75% des jeunes de la ville de Châlons qui quittaient le territoire pour aller faire leurs études ailleurs, parce que les villes moyennes n'ont pas d'implantation universitaire. Aujourd'hui, j'ai, comme toute la France, grosso modo, 75% d'une génération qui a le bac, et j'ai toujours 75% des jeunes qui ont le bac qui partent. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, en termes de bassin de recrutement, mes jeunes diplômés bacheliers partent ailleurs, et une fois qu'ils ont connu les grandes villes universitaires, ils ne reviennent pas, et je n'ai, entre guillemets, comme stock de jeunes sur le territoire, restant sur le territoire, que ceux qui sont peu ou faiblement diplômés. Et donc un bassin de recrutement d'une très grande faiblesse qui est lié à la démocratisation de l'enseignement supérieur, qui a généré des évasions des villes moyennes vers les métropoles françaises. Et donc, nous avons, les mêmes enjeux, mais nous avons besoin, me semble-t-il, sur les territoires de ce type-là, de grandes politiques d'aménagement du territoire impulsées par l'État. On a oublié ces dimensions-là. Mais ce type de territoire à grande déprise démographique, malheureusement, c'est la perception que j'en ai, nous n'avons pas des leviers territoriaux pour bouger les lignes. Parce que les grands enjeux démographiques, nous ne les maîtrisons pas. Et donc la difficulté chez nous, c'est qu'évidemment, on va être en capacité de reconquérir des friches industrielles, on va être en capacité évidemment d'avoir des fonciers attractifs, pas chers, et avec une disponibilité plutôt intéressante et plutôt rapide, mais on va être très faible en capacité, en attractivité d'implantation pour des activités industrielles. C'est super intéressant parce qu'il y a plein de sujets, et notamment la reconquête des friches industrielles ou aussi ce que vous disiez sur les taux de chômage de manière assez contre-intuitive. Nous, les territoires les plus attractifs sont ceux aussi qui ont les taux de chômage les plus forts en ce moment, parce que c'est ceux qui ont de la main-d'œuvre disponible pour les investisseurs. Donc c'est quelque chose qui est aussi très intéressant à mettre en exergue. Je reviendrai aussi sur le rôle de l'État un peu plus tard. Nicolas, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'un territoire de montagne peut être un territoire industriel? Il l'est. Il l'est. Historiquement, nous avons, dans ce territoire, comme dans beaucoup de territoires de montagne en réalité, eu la manne de la houille blanche, de l'hydroélectricité. Donc on a évidemment quelques traces encore, et dans notre vallée en particulier, juste en bas de chez moi, des électro-intensives, avec notamment une usine qui appartient à LG Carbone et qui fait des sondes pour les centrales nucléaires, mais aussi les batteries électriques pour BM. Donc on a des grands sites, et puis on a surtout une tradition de micromécanique, de mécanique de grande précision, notamment pour les moteurs thermiques, aéronautique et automobile, ce qui fait qu'il y a une vraie histoire industrielle. On peut la trouver dans d'autres secteurs, hein, la lunetterie, la plasturgie, un peu plus loin dans le Jura. Enfin voilà, il y a toute une histoire industrielle en montagne qui est assez présente. La difficulté pour nous, c'est qu'on a aussi une histoire industrielle du tourisme, et un tourisme
voilà, 250 ans d'histoire touristique à Chamonix, plus d'une centaine d'années. On a fêté aussi nos JO d'hiver en même temps que ceux de Paris 2024. Un siècle plus tôt, c'était aussi ceux de Paris, mais aussi ceux de Chamonix. Et donc les premiers JO d'hiver. Et donc il y a depuis une histoire touristique qui pousse aussi à une dynamique. Nous, on a un territoire qui reste attractif malgré le prix du mètre carré, et aussi malgré effectivement un taux d'emploi qui fait qu'on est en tension. On n'est même plus en plein emploi, on est en tension, puisqu'on est sur ma vallée, on est à 3% de chômage. Et donc on n'arrive même plus à recruter, et on n'arrive surtout pas à loger les saisonniers, et on n'arrive plus à loger la population permanente. Donc c'est aussi en partie, en tout cas, un territoire en déprise, puisque le prix du mètre carré fait qu'il y a une exclusion progressive, d'abord à 10, puis 20. Ma commune en a beaucoup bénéficié ces 40 dernières années, mais maintenant c'est 30 ou 40 km tous les jours, aller-retour 80 pour aller travailler en montagne, alors qu'effectivement, ça crée, on le sait partout, une fracture sociale d'une certaine façon, et souvent derrière une fracture politique qu'on connaît un peu partout en France. Okay. Bon, ce que je retrouve aussi dans vos 3 interventions, pour introduire, c'est que on a quand on parle développement territorial, quand on parle avenir des territoires, vous l'avez dit tous les 3, il y a tout de suite un sujet de foncier qui se pose. Nous, les territoires avec lesquels on travaille sont tous confrontés à de la raréfaction foncière. Vous disiez que non chez vous, vous disiez que non chez vous aussi. Peut-être que dans un territoire de montagne ou un territoire côtier, c'est plus contraint. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 8 territoires sur 10 qui nous disent que maintenant ou dans les 3 prochaines années, ils n'auront plus de foncier pour accueillir de l'activité économique. Comment vous faites déjà? C'était quoi la martingale que vous aviez eue, vous, pour avoir du foncier? Alors j'ai bien compris, c'était la déprise. Et de fait, quand on est riche en foncier, comment on se projette aussi sur l'avenir pour que cette utilisation du foncier elle soit la plus pertinente possible, à la fois pour créer du logement. Je rappelle que le logement, c'est 40% de l'artificialisation des sols en France, 25% les infrastructures routières, donc les routes qu'on fait pour accéder aux zones pavillonnaires, de manière très concrète et caricaturale. L'industrie, c'est 4,2%. Et la logistique, qui est le grand méchant loup de tous les investissements qu'on refuse dans beaucoup de territoires aujourd'hui, c'est 0,8% de l'artificialisation des sols en France, e-commerce compris. Donc, est-ce que, avec les friches qu'il peut y avoir dans vos territoires, est-ce qu'avec les contraintes topographiques que vous pouvez rencontrer, et vous, dans une projection, on va dire, plus long terme pour inverser la dynamique de déprise sur votre territoire, vous traitez ces enjeux fonciers de front, et aujourd'hui, vous vous sentez plutôt riches tous les deux, versus d'autres intercommunalités qui ont du mal à trouver les moindres espaces fonciers pour pouvoir réenclencher certaines dynamiques? Peut-être un peu pour rentrer dans la profondeur du sujet, et moi, par rapport à ma situation et par rapport à la situation du territoire, à partir du moment où le choix que nous avons fait, c'est de travailler la sortie du chômage des populations, nous savons que nous avons du foncier disponible. Donc ma bataille, c'est d'y amener de l'activité. Ma bataille, c'est de travailler, par exemple, avec ADP sur l'idée de modifier des morceaux du territoire d'ADP pour en faire des territoires d'industrie, dans la norme qui a été voulue par le gouvernement, qui me convient parfaitement. Il faut créer, il faut accompagner. Je rêve, je suis jaloux des élus du Nord-Pas-de-Calais. Moi, je suis originaire du Pas-de-Calais, donc mon père travaillait dans la sidérurgie, donc c'est quelque chose que je peux connaître à des moments dans ma mémoire. Mais ce que je constate, c'est qu'on a beaucoup investi, l'État a beaucoup investi. Il y avait des fossés entre la nécessité de l'activité, des acteurs économiques eux-mêmes, et de trouver les conditions. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de problème de foncier. J'ai des problèmes de pollution, ça se règle. J'ai des problèmes d'accessibilité. J'ai la chance, aujourd'hui, j'ai la ligne 14 qui vient d'arriver dans mon secteur, j'ai la ligne 15 qui va arriver demain, j'ai la ligne 18 qui va relier Saclay à mon territoire. Tout ça, c'est en train de se régler. La question, c'est de créer les conditions pour qu'on comprenne que le foncier qui est rendu disponible, il doit être accompagné par... Voilà. Si je discute avec Air France, qui est la grande compagnie qui est en train de perdre ce statut, mais qui a fait un autre choix aujourd'hui sur Orly, mais c'est ADP, c'est d'autres... Il y a le mine de Rungis qui est juste à côté. Donc, c'est quoi la question? C'est d'être capable de porter l'idée, oui, il me faut une révolution de l'emploi.
Il me faut changer, redonner de l'emploi. Et tous les ans, on organise des assises du développement économique avec nos équipes. On a entre 300 et 400 participants. La question essentielle qui vient, aidez-nous à trouver des emplois, des hommes et des femmes salariés avec des compétences. On a un déficit de compétences qu'il nous faut reconquérir de ce point de vue. Donc, si vous voulez, le foncier est pas le prétexte, est l'atout. Et un atout de taille pour nous permettre de créer les conditions. Moi, j'ai un taux de chômage de 15%. C'est le taux le plus élevé de la région métropole. Donc, c'est désolant. Il faut qu'on trouve le chemin. C'est le plus difficile. Moi, nous avons réglé la question on ne s'oppose pas à préserver le foncier. On travaille ensemble à le développer. Par contre, il faut que j'aide, qu'on m'aide, qu'on crée les conditions. On vient de faire une opération au rebond d'industrie, dans le cadre de territoire d'industrie. On a réussi avec les équipes de rebond d'industrie, avec c'est plus la NPE, c'est plus Pôle emploi. La NCT. Merci. Donc on vient de réussir. On a 500 emplois qu'on a réussi à mettre sur la table comme un développement et pas 500 emplois factices, une réalité. J'ai dit une bêtise, c'était France Travail, je pense, dont vous parliez. Mais j'ai pas réagi. On a le droit de dire des bêtises aussi de temps en temps. Et du coup, pour vous, monsieur Apparu, s'il y a eu 11 000, si mes calculs sont bons par rapport à ce que vous annonciez tout à l'heure, si on a 11 000 concitoyens en moins sur les 10 dernières années, 40 dernières années, allez. Ça veut dire qu'il y a des espaces de logement qui ne sont plus occupés. Comment vous les reconvertissez? Alors, ça veut dire qu'effectivement, on a une ville qui est bâtie dans ses routes, dans ses piscines, dans ses théâtres, dans ses écoles, dans ses logements pour 55 000 habitants. Et qu'aujourd'hui, nous sommes 44. Donc, mécaniquement, j'ai du mètre carré à revendre d'activités diverses et variées. Et donc, on a assez facilement une capacité à reconquérir l'ensemble de ces mètres carrés parce qu'on a une situation budgétaire qui est plutôt bonne. Situation budgétaire qui est bonne, pourquoi? Tout simplement parce que là encore, à l'inverse de mes deux collègues, moi, je n'ai pas à créer d'équipements publics. Je n'ai pas besoin de créer d'écoles, je n'ai pas besoin de créer de crèches, je n'ai pas besoin de créer de piscines. Et donc, j'ai une capacité à générer de l'économie de fonctionnement et donc de l'autofinancement pour investir qui est plutôt intéressante. Donc, ma capacité de reconquête d'actifs fonciers pour pouvoir les remettre sur le marché une fois démolis, dépollués, est plutôt positive. Et donc, de ce point de vue-là, on est assez compétitif dans le ZAN compatible pour effectivement accélérer des reconquêtes de friches industrielles, de friches commerciales ou de patrimoine bâti destiné au logement qu'on peut reconvertir sans trop de difficultés. Donc, de ce point de vue-là, on a plutôt, là encore, les avantages de nos déprises. Et nous avons de ce point de vue-là un avantage, une compétitivité budgétaire qui est plutôt intéressante. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, je vais me retrouver dans une situation peu ou prou identique à celle du président d'Orly, je vais dire pour simplifier les choses, du président d'Orly, c'est que notre problématique n'est pas spécifiquement foncière. Je ne dis pas qu'on est riche de foncier à l'instar des 3 millions de mètres carrés qu'il vient d'indiquer. On n'en est pas à ce point-là. Mais notre problématique n'est pas d'abord et avant tout foncière. Notre problématique, elle est d'abord et avant tout d'attractivité industrielle ou logistique pour effectivement pouvoir amorcer la reconquête démographique. Puisqu'il y a un point sur lequel je crois nous serons tous convaincus dans cette salle, c'est que le fantasme de beaucoup de collectivités locales, aujourd'hui je crois dépassé, qui consistait à dire je vais faire du logement, ça va attirer de l'emploi, ça ne marche pas dans ce sens-là. Ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est d'abord l'emploi qui va générer de l'attractivité démographique, et c'est la raison structurelle pour laquelle nos régions de ce grand quart nord-est sont dans des prises économiques aujourd'hui. Pour me faire l'avocat du diable, c'est aussi les talents qui attirent les entreprises. Donc c'est les deux enjeux sur lesquels il faut travailler en parallèle.
En fait, ces enjeux-là, là encore, quand on les regarde sur un prisme national, vous l'avez parfaitement résumé, c'est évidemment ce qui va intéresser une entreprise, c'est l'attractivité du territoire, c'est la zone d'emploi, c'est la zone de formation. Et aujourd'hui, effectivement, on a une ultra-compétitivité française des métropoles, la métropole francilienne bien sûr, mais les 7-8 métropoles françaises. Et la construction de ces 7-8 métropoles françaises, là encore, si on prend un tout petit peu de recul, vous vous souvenez tous d'un livre daté de 1947, je crois, qui s'appelait Paris et le désert français. Nous avions une surpuissance francilienne et un reste du territoire national qui était plus faible. On a compensé cette surpuissance francilienne par le développement de 7-8 métropoles. Sauf que ces 7-8 métropoles, au lieu de s'être développées quelque part en aspirant un peu d'Île-de-France, c'est en aspirant l'ensemble des réseaux intermédiaires des villes moyennes qu'elles se sont construites. Et donc effectivement, on a aujourd'hui une attractivité territoriale et des investissements étrangers et des investissements économiques français sur ces 7-8 métropoles qui se fait très largement au détriment des villes moyennes. Et donc on a cette multitude de combats, pour ce qui nous concerne, à traiter sur ce type de territoire. Je parlais de foncier tout à l'heure. Ouais. Je pense En que zone montagne, c'est plus compliqué. Oui. C'est pas le même compliqué débat. comme le littoral. On est à la fois les mauvais élèves et les bons élèves. On est les mauvais élèves parce qu'effectivement, on a consommé plutôt beaucoup de foncier. C'en est presque caricatural et je ne donnerai pas de chiffres justement pour ne pas avoir honte. Mais surtout, on a consommé beaucoup de foncier à destination de résidences touristiques, de résidences secondaires. Et donc, de fait, dans le calcul du ZAN, il y a quand même cet élément de dynamique démographique qui vient pondérer les choses. Et du coup, nous, on perd plutôt des habitants permanent par rapport au nombre de mètres carrés qu'on a créé. Donc effectivement, on n'est pas bon là-dessus. On a besoin de remobiliser. On a un certain nombre de friches aussi, d'ailleurs friches touristiques parfois ou friches industrielles dans le secteur qui poussent à s'interroger. Comme là encore, je prends la comparaison avec le littoral. Le littoral a le recul du trait de côte et les enjeux touristiques notamment du littoral, mais aussi cette question de l'urbanisation du rétro-littoral. Eh bien nous, on a à peu près la même problématique effectivement avec la haute montagne et ses risques naturels. Son adaptation, son réchauffement climatique, on est à x2 par rapport aux températures qu'on peut connaître en plaine. Et en même temps, on a nos vallées de montagne et nos basses vallées, entre guillemets, plus industrielles. Et que c'est cette logique de territoire qui manque encore dans nos secteurs la plupart du temps. On a toujours des approches, qu'elles soient économiques ou humaines, en termes de logement très, très sectorielles, très communales finalement, et qu'effectivement, la logique de coopération territoriale est aussi une solution pour répondre, je crois, à ces différentes problématiques nationales. Nous, on est faible sur ce point de la coopération, du partenariat public-privé, des logiques aussi d'expertise, d'ingénierie. Pour le coup, la NCT... la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, j'allais la citer, effectivement, sont des acteurs clés, mais il ne faut pas s'interdire, je crois, de travailler aussi avec un certain nombre d'acteurs privés. Et on est un petit peu dépendant de l'argent public dans un secteur où, voilà, dans une période où on continue d'en produire et d'en consommer beaucoup dans nos territoires touristiques, mais pour autant, on en produit, on est créateur de richesses, créateur de valeur, mais si on compare justement avec nos voisins suisses, italiens du Nord notamment, ou autrichiens derrière et allemands, on est tout de même sur un modèle économique qui doit nous interroger, qui est à mon avis très fragile. Et peut-être qu'effectivement, une des solutions, c'est aussi de changer un petit peu notre partenariat public-privé, qui était une des forces de la France, peut-être de le réinventer aussi dans la logique des territoires. Ok. Il y a un sujet que vous avez évoqué aussi tous les trois. Vous avez parlé de friches. Alors, chez vous, des friches touristiques. Chez vous, monsieur le prêtre, plutôt des friches industrielles. Friches industrielles et logements, si je comprends bien, de votre côté. Ce qui me marque, et je ne vais pas parler des atermoiements politiques qu'on vit en ce moment aussi au niveau national, et qui peut-être ne fixent pas un cap très clair sur les mois qui viennent. Mais pour ça, il faut de l'argent. Tout le monde sait que reconvertir ou revitaliser une friche, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, vous avez de la chance, monsieur Apparu, vous êtes une des collectivités riches et riches de foncier en plus, donc je peux vous dire que c'est assez rare. Nous, ce qu'on vit avec les collectivités avec lesquelles on travaille, c'est qu'on nous répète année après année que les dotations de l'État diminuent, que certains grands programmes, vous parliez de politique de la ville, mais aussi de rénovation urbaine, sont arrêtés ou en tout cas sont réduits. On a eu un moment le fonds friche qui a été réaspiré dans le fonds vert de manière très technique, mais qui en fait se réduit année après année.
Comment on arrive, dans ce contexte de finances globales, à faire ces opérations finalement? Allez, je me lance. Je me lance parce qu'effectivement, j'ai pu avoir dans différentes fonctions un peu d'intervention sur ces questions-là au niveau national, mais je le vois aussi au niveau local où je dois gérer effectivement la reconversion d'une friche qui était une ancienne propriété de la Fondation des apprentis d'Auteuil, 6500 mètres carrés. Bon, c'est pas énorme, mais en même temps, à l'échelon d'un village, au prix du mètre carré que j'évoquais tout à l'heure, c'est déjà quelque chose. Et le fonds Friche nous a aidé à en faire l'acquisition. Et finalement, une des solutions, c'était aussi de changer un peu le modèle, comme je l'évoquais, à la fois en s'interrogeant finalement sur le TRI qu'on pourrait sortir sur un projet. Et pas simplement en disant quelle subvention publique on va récupérer. Essayer de voir un peu différemment les choses. Acteurs publics que nous sommes, on a toujours tendance à dire tiens, je vais aller voir le département, la région, l'État, peut-être l'Europe, que sais-je, et de chercher à faire du millefeuille de subventions et évidemment à dépenser de l'argent public, ce qui est en soi sans doute une bonne chose, mais dans le contexte actuel, c'est peut-être aussi une grande interrogation. Et finalement, essayer de travailler sur un modèle un peu différent, sur lequel la Banque des Territoires, la CET et d'autres acteurs nous ont accompagnés, nous a permis de sortir quelque chose qui sera justement peut-être plutôt un projet mixte, SEM ou SEMOP, mais qui aura bien vocation à aller chercher de l'investisseur privé, à le rendre confiant et de ne pas être simplement porteur, nous, public, de l'opération et de se dire finalement il y a quelque chose à créer. Ce qui pousse finalement à repenser, le concept est un peu urbain finalement, mais les tiers-lieux, en fait la mixité fonctionnelle de nos investissements publics, s'ils veulent aussi, et dans un secteur touristique, essayer de penser justement diversification de l'activité économique, c'est aussi apporter du logement, c'est aussi apporter finalement un service aux entrepreneurs, aux créateurs d'entreprises, et pas simplement de vivre d'une économie touristique qui crée beaucoup de richesses, mais qui en perd beaucoup. Il y a beaucoup de fuites économiques sur notre territoire. Et donc cette idée d'arriver avec un TRI positif sur ce projet intéresse la Banque des Territoires comme un investisseur éventuel et intéresse surtout des investisseurs privés. Et je pense que ça sera une façon, peut-être pas avec des TRI à 2 chiffres, mais de penser différemment l'investissement public. Sur un territoire en déprise, on arrive à les attirer, ces investisseurs? Alors, 100% d'accord avec l'analyse qui vient de faite, me semble-t-il, est absolument essentielle. Nous sommes dans des débats budgétaires actuels et on a entendu beaucoup de collectivités locales se plaindre des éventuelles restrictions budgétaires venant de l'État. Il me semble que nous sommes tous partie prenante de l'État et que si nous ne participons pas, nous aussi, à la nécessaire reprise en main budgétaire de nos finances publiques, et si on est dans une logique, comme finalement tous les corps intermédiaires, qui consiste à dire que les économies doivent être faites exclusivement chez le voisin, ça ne me paraît pas, de mon point de vue, crédible. Donc nous devons, collectivités locales, aussi participer à cet effort-là. Et pour y participer de façon pertinente, la logique qui vient d'être évoquée, où notre tradition d'intervention publique, que ce soit l'État ou les collectivités locales, est une intervention en subvention ou en prêt, et pas une intervention en investissement, me paraît devoir être profondément transformée pour aller, comme vous l'évoquiez, vers l'investissement. Et donc, nous, on essaye de faire ça. Je vais prendre un autre exemple très, très concret que vous connaissez les uns et les autres, mais on investit souvent dans nos centres-villes. Et on investit pour aider les commerces à faire des travaux pour être plus compétitifs par rapport aux périphéries. Et on intervient en subvention, jamais en invest. Ce qui veut dire qu'on n'a jamais de retour sur l'argent qu'on met sur la table. Et les 20, 30 000, 40 000 balles que l'on met pour rénover un commerce, on les met en sub. Si on les mettait en participation dans le capital avec un droit de rachat du commerce de la part de la collectivité locale, on aurait un retour sur investissement. Ça ne veut pas dire qu'on gagnerait avec des TRI positifs, mais au moins on aurait un fonds de roulement de réinvestissement. Et je pense que c'est cette bascule-là qu'il faut faire. Premier point. Pour ce qui me concerne, je considère que les interventions des pouvoirs publics doivent d'abord et avant tout se concentrer sur les questions foncières. Aujourd'hui, ce qui fait la difficulté de transformation d'actifs existants vers d'autres usages
qui sont rendus indispensables par le ZAN et rendus indispensables par la nécessité que nous allons avoir les uns les autres de reconvertir nos friches, c'est la valeur de ces actifs dans les bilans des propriétaires. C'est ça le nœud du problème. Quand on parle de transformation de bureaux en autre chose ou de n'importe quel actif industriel, le problème principal, c'est la valeur dans le bilan. Et comme cette valeur est très largement supérieure à la valeur intrinsèque du foncier, économiquement, l'opération n'est pas rentable. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est sur ce segment-là qu'il pourrait y avoir des interventions étatiques via les établissements publics fonciers pour racheter ces actifs. Et là encore, c'est bien une logique d'investissement, puisque dès lors qu'on rachète un actif, en face de l'argent qu'on a mis, on est propriétaire d'un actif. On n'a pas subventionné quelqu'un pour prendre l'actif, on est propriétaire de l'actif. Et je pense que c'est dans cette direction-là que l'on peut avoir des politiques long-termistes pour qu'effectivement, on ait par une maîtrise publique du foncier une capacité à stopper les spéculations foncières que vivent les territoires en grande tension. Nous, dans les territoires en basse tension, les besoins que nous avons en intervention publique sont probablement plus faibles, parce que là encore, la valeur des actifs est beaucoup plus faible qu'elle ne l'est chez vous. Donc on peut s'en débrouiller probablement plus facilement. Là où nous aurons, nous, besoin d'intervention étatique, c'est beaucoup plus sur des grands choix nationaux d'implantation et d'orientation stratégique de l'État pour attirer notamment des investisseurs étrangers. Vous n'êtes pas confronté au même prix de marché, si je ne m'abuse? Peut-être en m'excusant, mais quoi, en m'excusant peut-être pas d'ailleurs, mais j'ai une grosse nuance par rapport aux propos des uns et des autres, parce que je ne crois pas à la responsabilité des collectivités locales. Moi, je suis élu depuis 1989. Je sais comment on procède pour faire 2 + 1 = 3. C'est aussi simple que ça, les conditions de vie des collectivités locales. Et quand vous avez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, avec des quartiers en politique de la ville. J'ai aujourd'hui 37 quartiers en politique de la ville et j'ai 30% de moyens supplémentaires. C'est aussi comment j'accompagne des populations. Si je veux un jour que des jeunes se sortent de là, je ne veux pas être dans la caricature. Aujourd'hui, si on développe de l'industrie, restons là-dessus sur la question de l'industrie. On développe de l'industrie, l'État met au pot. Et l'État met au pot des sommes considérables. Et moi, je pense que c'est justifié. Si on veut reconquérir de l'industrie, voilà. Ce que je souhaite simplement, c'est qu'il en utilise un peu plus dans mon territoire, voire dans les territoires franciliens. C'est pas de la jalousie. Je pense qu'il y a une nécessité à rééquilibrer les fonctions. C'est pas possible qu'on ait des territoires. J'ai des amis qui sont maires ailleurs et qui ont un taux de chômage de 3 ou 2%. Ils ont la chance d'eux. Mais c'est pas possible qu'on garde le déséquilibre qui est réel avec mon territoire qui a 15% de chômage. Donc il y a des choses à rééquilibrer. Et ça, l'outil des collectivités ou des outils des collectivités locales, ça je l'accorde, avec des outils pour travailler sur les questions foncières, avec des outils pour travailler sur les questions de formation. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire pour se dire qu'on a besoin d'un diagnostic un peu plus fort. Autre aspect qui moi profondément me heurte. Je suis président d'un territoire où l'entreprise Sanofi travaille dans ma ville depuis toujours. Ça a été Rhône-Poulenc, ça a été Sanofi Aventis, ça a été Poulenc, tout ça. C'est une ville qui fabrique. C'est là où a été inventé le Doliprane à Vitry. Mais je change de ville, je vais à côté à Gentilly. Gentilly, cette ville, a créé les conditions pour répondre à des attentes du groupe Sanofi, a créé les conditions en environnement pour aider à l'accompagnement de l'entreprise. Il y a 7 ou 8 ans, il s'implante. Et subitement, le maire, qui est un ami, il reçoit un coup de téléphone, et ben on s'en va à la Défense prochainement. Je signale au passage que l'entreprise Sanofi a quand même un groupe présent sur la planète à pas mal d'endroits, a reçu des aides de l'État, des aides de nos finances. Moi, je souhaite savoir à quoi elles ont servi. Je souhaite qu'il y ait une politique de contrôle. Je ne dis pas que ce n'était pas justifié. Ce que je souhaite, c'est qu'on justifie, qu'on explique pourquoi on a été accompagné comme un groupe industriel et que venir au secours des entreprises industrielles, c'est pas une injure pour moi, c'est même un enjeu. Je pense parfois on l'a fait trop tard.
Et puis on a eu des outils qui ne nous ont pas aidés. Hein. Je m'excuse, mais la DATAR, c'était pas l'outil le meilleur pour travailler le développement de l'activité économique. Je le dis comme ça parce que je l'ai vécu comme ça. On disait, on prenait l'entreprise, on disait, ah mais on va la réimplanter. Je pourrais un jour vous raconter dans d'autres endroits le site SKF. On l'a déménagé comme ça, la DATAR a organisé son déménagement. Je ne fais pas de procès d'intention, je suis peut-être certainement un peu raccourci. Voilà. Cela étant, moi je considère qu'on doit contrôler. Nos finances locales sont contrôlées. Si je n'ai pas un bilan, si je n'ai pas un équilibre dans mon bilan financier de la ville, je suis sanctionnable. On peut condamner condamner, c'est pas policier, c'est remettre en cause les choix. Donc je pense qu'il y a d'autres questions. Et pour revenir à un propos qui a été tenu par M. Apparu à juste raison, c'est que la France n'est pas un pays pauvre. On a de quoi faire, on a de quoi donner des réponses économiques. Aujourd'hui, je constate qu'en matière d'industrie, c'est beaucoup de groupes qui sont accompagnés, qui viennent de l'étranger. Je ne le déplore pas parce que c'est tant mieux, ça crée des emplois. Mais il y a une question quand même sur la capacité que nous perdons, que la France a perdue dans son domaine industriel. C'est un avis, hein, je ne cherche pas à convaincre personne, rassurez-vous. Quoique... On partage beaucoup de choses. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une nécessité, en tout cas au plus haut niveau de l'État, ou en tout cas au niveau national, hein, c'est ce que vous évoquez, au-delà de la capacité de financement des collectivités territoriales et de la bonne ou mauvaise gestion. On ne va pas faire ce procès-là. C'est plus les grands programmes nationaux, type territoire d'industrie, type peut-être Action Cœur de Ville, sur les territoires de montagne aussi, il y en a eu, que vous appelez de vos voeux pour justement avoir une sorte à la fois planification industrielle, alors c'est un grand mot, je le mets entre parenthèses, et aussi de rééquilibrage territorial. Oui, on peut imaginer qu'effectivement, ces grands plans, Action Cœur de Ville, effectivement, a eu pas mal de résultats très positifs. Moi, j'en ai quelques-uns dans le périmètre. Avenir Montagne, auquel j'ai participé assez activement, reste encore à évaluer dans son impact sur la transition, notamment du modèle touristique. C'est quoi, 60-80 territoires qui sont accompagnés? Oui, c'est ça. Et puis, alors, en ingénierie, et puis évidemment aussi sur des processus sur la mobilité ou sur de la rénovation de l'immobilier, enfin voilà, de l'immobilier de loisirs en particulier. Donc pas mal de choses, et puis de l'investissement, quand même 300 millions d'euros, 150 pour l'État, d'argent frais, 150 des régions. Pas toujours aussi frais, mais en tout cas 300 millions investis tout de même, et c'est pas tout à fait anodin, mais c'est très loin des besoins effectivement en termes de transition touristique. Pour autant, ces grands plans, il faut qu'ils soient opérationnels. Et je pense qu'on peut tous s'interroger, pour y avoir participé les uns et les autres, et les acteurs privés également, dans un certain nombre de cas, on reste encore sur des enjeux qui ont du mal à s'inscrire, à s'ancrer dans les territoires. Et qu'au-delà de ça, au-delà de l'accompagnement nécessaire, je crois en ingénierie, on a aussi beaucoup poussé simplement pour faire de l'investissement, en disant on arrête de financer le fonctionnement. C'était un des grands credos sur mon territoire, mon territoire régional en tout cas. Évidemment, finalement, l'ingénierie, c'est du préinvestissement, hein, donc c'est presque plutôt du budget d'investissement que du budget de fonctionnement, pour parler en budget de collectivité. Mais je crois aussi qu'effectivement, on a un manque aujourd'hui en France d'opérateurs du développement territorial, du développement économique, que ce soit dans la diversité de nos territoires. C'est un peu le constat. Moi, je connais le cas d'une station, vous avez peut-être vu dans la presse, l'Alpe du Grand Serre, dans le territoire de la Matésine, au sud de l'Isère, qui est au pied du mur pour sa reconversion. Et la Banque des Territoires, l'ANCT, le ministère des collectivités territoriales ont essayé de trouver une solution pour pas qu'il y ait effectivement une fermeture de cette station. Et en réalité, le constat, c'est qu'il a manqué à un moment un développeur économique dans les services de l'État, dans les services des territoires, des collectivités. C'est ce qui manque dans certains territoires, comme le mien. Ils n'avaient pas le numéro d'Ancoris aussi. Et peut-être qu'Ancoris, et c'est peut-être aussi pour ça que nous sommes là cet après-midi, c'est qu'effectivement, il y a besoin de ce tiers de confiance qui peut être un tiers privé, un conseil, mais il y a besoin d'une sorte de labellisation, je crois, sans utiliser de grands mots et faire peur à tout le monde, mais de se dire, il y a des acteurs qui sont des conseils, mais qui sont des conseils d'intérêt général,
Je souhaite qu'Ancoris le soit. Et effectivement, qui puisse accompagner les élus locaux de petites communes qui n'ont pas forcément ces ressources-là au niveau de leur Comcom ou de leur agglo ou autre. Et voilà, il y a un besoin, et je crois qu'il y a un vrai besoin de développement des territoires aujourd'hui dans leur diversité. Oui, c'est un sujet, nous, au-delà de la plaisanterie, qu'on observe aussi dans beaucoup de territoires où les petits territoires, alors sans dire qu'ils sont mais petits par la taille et par les dispositifs, ou en tout cas les effectifs qu'ils peuvent avoir en interne, peuvent être confrontés à ces difficultés en termes d'ingénierie. Ce qu'on constate, nous, beaucoup, par exemple, c'est que le métier du développeur territorial, du développeur économique, peu importe comment on l'appelle, il a énormément évolué aussi sur ces dernières années. C'est qu'à une époque, et je le caricature comme ça, mais c'était de vendre de la charge foncière. On aménageait des zones, chaque commune faisait un peu sa zone d'activité, puis on la vendait, soit aux entreprises du territoire, soit à des acteurs de l'immobilier qui sont nécessaires dans tout cet environnement, soit à des entreprises exogènes ou même des investisseurs étrangers. Et qu'aujourd'hui, le développeur territorial, en fait, on lui demande à la fois d'être ingénieur en hydrogène, on lui demande d'être en capacité d'analyser des plans de financement d'entreprise, à la fois de faire la prospective en termes de foncier, etc., etc. Et en fait, toutes ces casquettes se multiplient. Et c'est vrai que dans des territoires qui ont un peu plus de surface financière et d'effectifs, ils arrivent justement à intégrer ces compétences, mais que dans le fossé se creuse de plus en plus avec les petits territoires qui manquent d'ingénierie. Je vois que le temps file et je crois qu'on va se faire rattraper par la patrouille si on s'éternise, mais je me disais qu'on pouvait peut-être prendre une ou deux questions, ou si on n'a pas, on continue, mais s'il y a des questions, 1, 2, 3. Pas de questions. Ah si, monsieur. Oui, bonjour, Marius Mati pour AEF Info. J'avais une question pour monsieur Évrard. Vous avez évoqué les opérateurs SEM et CEMOP. Alors, sachant qu'il y en a un qui est plutôt pour les opérations uniques, CEMOP, est-ce que vous avez déjà tranché à quoi servirait une CEMOP par rapport à une SEM? Et puis vous, monsieur Apparu, vous avez parlé de substituer l'investissement dans les commerces locaux au modèle de la subvention. Mais quand on investit, on partage aussi le risque. Est-ce que ce n'est pas un risque supplémentaire pour les collectivités qui font déjà face à beaucoup de difficultés? Alors, SEM ou CEMOP, non, nous n'avons pas encore tranché. Nous sommes en train d'avancer sur cette décision, notamment justement en fonction de l'investissement public qu'on pourra récupérer et être accompagné. C'est-à-dire, si on est seul, on ira chercher effectivement sur une vocation unique des partenaires, des tiers et notamment des investisseurs, et on sera plutôt sur une option CEMOP. Si on arrive par contre à avoir pas mal d'investissements publics sur la restructuration des bâtiments et la reconstruction de ce laboratoire d'une nouvelle économie de montagne, eh bien, on ira plutôt sur une SEM qui sera gestionnaire de l'opération. Vous prenez le risque? Il y a zéro risque. Pour une raison très simple. Quand je mets 100 € en subvention, mes 100 €, ils sont paumés. Je ne les retrouve jamais. Je donne 20 000 balles, 30 000 balles, 40 000 balles à un commerce. En subvention, je les paume tout de suite. Si demain, ces 100 €, je les mets en prise de capital, j'aurai peut-être 10-20% d'échecs sur mes investissements liés au risque que vous évoquez. Mais si j'en ai ne serait-ce que 70%, 60% qui me reviennent, sur mes 100 €, j'aurai un retour de 60. Donc je ne perdrai jamais 1 €. Là où on aura effectivement un risque, c'est qu'on se fera, mais c'est notre boulot, taper dessus parce qu'on aura investi au mauvais endroit. Parce que tout le monde aura le même raisonnement que celui que vous venez d'évoquer, c'est que tout le monde aura oublié que dans la période précédente, on mettait directement à fond perdu. Et nous avons un modèle public qui est un modèle beaucoup plus basé sur la sub que basé sur l'invest. L'invest est effectivement générateur de risque, mais là encore, la sub, par principe, c'est zéro retour. Et donc mes 100 €, ils sont, quoi qu'il arrive, paumés. Par rapport à ce que vous disiez, monsieur le prêtre, c'est un dispositif qui pourrait s'appliquer? Je l'ai déjà appliqué, mais dans l'esprit qui est évoqué, c'est-à-dire je parle de commerce là, je parle pas de l'idée d'accompagner quelqu'un qui débarque dans votre bureau qui dit j'ai un projet. Effectivement, la question c'est de savoir combien vous avez, comment on peut vous accompagner. C'est sous forme
subventions, pardon, mais ça peut aussi être sous forme de subventions mises sous condition. C'est pas le terme, parce que il y a longtemps que j'avais mené cette opération, mais c'est l'esprit. Il faut qu'on ait un retour qui correspond à l'engagement. Je ne parle pas de l'engagement financier, mais l'engagement d'aller construire un projet. Et dans le commerce, enfin, je ne veux pas dire c'est simple, mais où c'est gagnant ou c'est perdant. Moi, je me souviens, ma ville, par exemple, il n'y a pas de poissonnerie. On n'y peut rien, il n'y a pas de poissonnerie. Il y a juste un poissonnier sur le marché. On a essayé d'accompagner une jeune femme qui avait envie de faire. On l'a accompagnée, mais ça n'a pas fonctionné. Il faut aussi la clientèle pour aller chercher il n'y avait pas de doute sur la qualité du poisson, mais il y avait du doute sur le fait que pourquoi une poissonnerie à cet endroit-là. Mais c'est une ville de 98 000 habitants, je leur dis. Normalement, il y a la place. Et en tout cas, c'est ce qu'on a essayé d'accompagner avec. Après, juste un petit éclairage. La notion de subvention, mais je le dis pour Sanofi comme je le dis pour une collectivité. Il faut conditionner et il faut contrôler. On ne peut pas considérer qu'il y a, de ce point de vue, il y a un risque, il y a toujours un risque. La preuve, c'est que Sanofi déménage sans prévenir le maire et ils s'en vont dans un autre quartier de la région parisienne. Bon, c'est bien, il y a bien un problème de ce point de vue. Donc il faut créer les conditions pour qu'on ait le contrôle. Et dernier aspect, je m'excuse de prendre ce débat en échange, enfin pas en échange, je trouve que c'est utile de débattre. Je trouve qu'on arrive trop vite à des réflexions, des décisions qui ne sont pas suffisamment le fruit d'échanges, de confrontations entre élus, entre opérateurs. Je pense qu'il y a du grain à moudre sur le fait qu'on se parle. J'ai la chance de siéger au conseil d'administration d'Intercommunalité de France. Alors il y a de tout là-dedans. Hein. Je suppose que vous savez, il y a des petites boîtes, il y a des petits. Je trouve que c'est bien parce qu'on se confronte et on a des échanges. Ça suffit pas, mais je pense que c'est aussi un élément du dialogue sur le pourquoi, le pourquoi et le comment on peut faire. Et le retour terrain aussi peut-être. Okay. Alors je crois qu'il est l'heure globalement, donc on va 3 minutes encore. Alors on peut reprendre une question si quelqu'un en a une. Ah, il y a un monsieur là. Allez-y, monsieur. Bonjour, je fais rapide. Je suis obligé de lier un petit peu cette conférence à l'actualité. Je trouverais bizarre de ne pas vous demander qu'est-ce que vous attendez du prochain gouvernement les uns les autres. Je peux répondre si vous voulez. La question, c'est est-ce qu'on attend un prochain gouvernement? C'est ça, non? Bah, je pense qu'après, je peux faire un petit kick de démarrage et puis je vous laisse élaborer. Mais globalement, nous, ce qu'on voit dans les territoires, et en tout cas les retours que les territoires avec lesquels on travaille et les investisseurs aussi qu'on accompagne un peu partout en France, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes, notamment sur la hausse des coûts, sur la hausse des matières premières, la hausse des coûts de l'électricité. Ce type de sujet est très prégnant, que ce soit dans les collectivités qu'on accompagne ou chez les investisseurs. Et il y a une nécessaire visibilité à apporter. Et l'autre sujet, mais je pense que monsieur le prêtre l'évoquait rapidement, c'est la persistance, ou en tout cas l'effort sur le temps long. C'est que plutôt que de faire des réponses très rapides pour dire on va intervenir et faire telle politique publique à cet endroit-là, puis en fait 2 ans plus tard ou 6 mois plus tard, elle est arrêtée faute de budget. C'est ce qui est arrivé sur Rebond Industriel, je l'évoquais tout à l'heure. On nous demande, en tout cas ce qui nous remonte, c'est d'avoir une visibilité sur le long terme, que ce soit pour les investisseurs ou les collectivités territoriales. J'ai bien conscience que j'enfonce une porte ouverte, messieurs, mais j'ai dit que je faisais le kick de départ. Bon, allez, je fais celui qui vient d'en haut et de loin. Moi, il me semble, et c'est à la fois l'expérience d'élu local et le regard européen que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière et aussi en tant qu'élu, et puis surtout de ces 4 dernières années passées en cabinet ministériel, de dire finalement le débat, il est très institutionnel en France, puisqu'on aime la politique, on est un poids de l'économie publique conséquent, important, structurant, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Mais pour le coup, le vrai débat, je pense, dans les mois et les années à venir, au-delà du gouvernement, ce sera centralisation, recentralisation ou décentralisation.
avec les conséquences budgétaires qu'on connaît, dans les deux cas d'ailleurs, à voir. Mais je pense que le vrai débat, il est là. Et c'est des courants de pensée, quoi, des idées qui sont très présentes dans la tête de beaucoup de hauts fonctionnaires. Voilà, j'ai passé quelques semaines, quelques mois aux côtés du ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, et objectivement, c'est une question qui se pose dans la préfectorale. Osons-nous la poser. Voilà. Et je regarde ça aussi par rapport à ce que j'évoquais, de ce qui se passe dans les autres pays européens, de l'évolution, de la réalité du fonctionnement des autres pays européens. Si on veut réindustrialiser, comment les autres ont fait, comment les autres font, est-ce qu'on peut continuer à vivre avec 35 000 communes? C'est le maire d'une commune de 1200 habitants qui vous le dit. Je m'interroge. J'attaque tout de suite parce que sinon on a pour 1 heure. Mais parce que ce débat serait passionnant. Juste une chose que je veux dire, c'est, on a trop dû faire en 2 mots, c'est la question de... C'est normal qu'on se pose la question. Moi, si j'avais été à l'Assemblée nationale, j'aurais voté la censure. J'aurais voté la censure parce que je crois qu'il manque une mesure de la compréhension de l'état de souffrance de nos territoires urbaines, foncières, mais aussi sociales. Je m'excuse, les chiffres parlent d'eux-mêmes, la pauvreté augmente, les richesses augmentent, mais ce n'est pas les mêmes. Donc il y a une réalité sur laquelle il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer au fond, et au fond à l'histoire. Alors, sur la question, juste un mot sur la question de la décentralisation. Vous savez, moi je suis en conflit avec les maires, je l'évoquais tout à l'heure, parce que j'ai convaincu sur un certain nombre de sujets, mais expliquer à tous les maires, oui, il faut qu'on soit ensemble, si on est plus efficace. Personnellement, je suis convaincu, sinon j'assumerais pas ce que je fais depuis 8 ans. Mais c'est clair que tout le monde n'est pas convaincu que c'est pas parce que je vais m'asseoir, je vais travailler avec mon voisin que ça va réussir à faire avancer les choses. On a l'histoire de l'intercommunalité même, d'abord parce qu'elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même en métropole. Elle n'est pas la même certainement du côté de Chamonix. Et c'est pas. Voilà. Donc dernière chose qu'il faut renforcer les intercommunalités. Le territoire d'industrie, c'est un pari gagnant. Parce que l'investissement est fait et crée des emplois tout de suite. Donc il y a bien des chemins, je ne vais pas dire des tentatives, mais en tout cas, des moments qui portent des résultats positifs. Ah, je suis d'accord sur, par exemple, un rebond industriel qu'on évoquait tout à l'heure. Nous, on l'a piloté dans 10 territoires, à l'échelle française. 3,5 milliards d'investissements dans 10 territoires, détectés grâce à ce programme. Pour essayer non pas de répondre à la question, parce que je pense effectivement qu'on a pour quelques longues minutes si on essaie de répondre à votre question, et puis chacun aura probablement une réponse d'ailleurs différente dans la salle, mais pour rebondir sur ce qui était évoqué. Clairement, on a besoin de temps long. Vous l'avez évoqué, et c'est vrai que nos regards aujourd'hui sont un peu trop court-termistes, alors que les enjeux qui sont les nôtres sont plutôt des enjeux, et nos métiers sont plutôt des métiers qui nous poussent à regarder à 10, 15 ou 20 ans. Et donc, on a quelque part à redéfinir ces rôles des décideurs publics, d'avoir beaucoup plus de temps long devant eux. Là, on a une contradiction fondamentale, c'est que nos concitoyens, ils veulent une réponse pour demain matin. Si j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant j'ai un problème d'emploi ou j'ai un problème de logement et que je lui réponds j'ai un grand plan qui va produire des résultats dans 25 ans, il me prend pour un dingue. Et donc, on a un décalage formidable entre les manettes que nous avons, qui sont des manettes de temps long, et l'attente de nos concitoyens, qui sont des attentes de court terme. Et le risque, me semble-t-il, que nous avons collectivement, c'est qu'à force de vouloir répondre aux demandes de vie quotidienne de nos concitoyens, on n'a plus que des actions de vie quotidienne et plus du tout des actions de long terme. Et je pense que c'est là où on doit redéfinir le rôle de l'État et des collectivités locales. Que le rôle de l'État, c'est d'abord de guider et d'offrir le temps long stratégique, et le rôle des collectivités locales d'être beaucoup plus en vie quotidienne. Et c'est ce type de répartition, plutôt que le débat sur décentralisation, pas décentralisation, recentralisation, me semble-t-il qu'il faudrait avoir. Et puis enfin, sur ce débat décentralisation qu'on vient d'évoquer, il manque pour moi un mot, qui est, je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas qui est essentiel, c'est le mot déconcentration. L'État, il peut intervenir à 2 niveaux. L'État, il intervient à l'échelle nationale. Il peut intervenir à l'échelon territorial, via les préfectures et les sous-préfectures.
Or, aujourd'hui, dans le rapport de force au sein même de l'État, on a eu une très forte centralisation au niveau régional avec les préfectures de région et une très forte centralisation qui est restée toute puissante au niveau de l'État central et qu'on n'a pas opéré une déconcentration très puissante. Et il me semble qu'avant de se réinterroger sur les compétences respectives de l'État et des collectivités locales dans le débat sur centralisation, décentralisation, il faudrait dans un premier temps que l'État se réinterroge sur ses propres niveaux d'intervention et qu'ensuite il mette sa d'équerre avec des questions de décentralisation. Ce sera le mot de la fin, je crois. Merci, messieurs, pour vos interventions. Merci à tous. Très bon simi à tout le monde.